Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 15e magazine culturel de TV Auxois. Au sommaire, un sculpteur animalier et un documentaire que Gérard Delalot, notre réalisateur, a tourné. Mais tout de suite, un sculpteur animalier de Châteauneuf, Michel Coustou, que Bernard Collet a rencontré récemment. Pour faire une sculpture, il faut beaucoup de concentration. Il faut s'immerger dans la sculpture. Ça veut dire s'immerger, ne plus avoir de contact pendant un moment, être complètement concentré dans la sculpture. Moi, je suis sculpteur animalier, donc j'essaie de comprendre l'animal et de comprendre même son âme pour essayer de refaire le vivant. Et ça, il faut être complètement immergé. Donc on ne peut pas être dérangé, puisqu'après ça coupe la concentration et vous n'arrivez plus à retrouver la qualité de l'animal. J'étais dans la forêt de Châteauneuf, j'ai ramassé une feuille de chêne. Donc là, je vais faire un gabarit. Hop. Voilà. Vraiment, c'est grossier, hein. Je vais prendre le chalumeau et je vais découper la feuille. Là, ici, il n'y a pas besoin de modelage. Je travaille directement la matière. Mais pour d'autres sculptures, je passe par des semaines et des fois des mois sur des modelages. Je vais commencer le hérisson. Donc, je travaille sur photo. Il faut l'animal en entier pour voir les proportions. Châteauneuf, c'est très joli pour un artiste. Les pierres. C'est vraiment, et puis la couleur aussi, il y a cette couleur de la pierre qui est orangée le soir, c'est très joli. J'adore les hérissons, je trouve que c'est un animal assez extraordinaire. Ce chat s'appelle Philo. C'est un chat très intelligent. Voilà. Et j'aime bien avoir l'animal vivant pour pouvoir faire la sculpture. Parce que là, j'arrive bien à comprendre le caractère, le déplacement de l'animal. Et donc, il m'a bien aidé quand j'ai fait cette sculpture. Un chat comme ça, en bronze. Le cheval, après le chat, c'est l'animal le plus difficile au niveau des pattes, des jambes. On dit des jambes, pas des pattes. Je trouve qu'il n'est pas assez vivant. Il est joli, mais il n'est pas assez vivant. Donc, je vais sûrement retoucher au niveau du cou et peut-être un peu de la tête et des oreilles pour qu'il soit beaucoup plus vivant et faire une crinière peut-être un petit peu plus au vent. Il y a très peu de sculpteurs de par le monde qui font mosaïque sur bronze. C'est une technique ancestrale qui a un peu disparu. Et donc il faut tailler, sélectionner les pierres, creuser le métal et les incorporer au bronze. Il faut venir à Châteauneuf et éventuellement me téléphoner. C'est mieux de prendre rendez-vous l'hiver parce que je ne suis pas tout le temps ouverte. Et maintenant, à l'ombre des projecteurs des comiques, documentaire diffusé en 3 parties, dont voici la 2e. À l'issue de ce documentaire,
un bonus avec l'interview de quelques artistes qui ont participé à ce film et qui nous parlent de la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Pour ma part, je vous dis à bientôt, culturellement vôtre bien sûr. La notoriété, c'est lié très souvent à la médiatisation, mais à mon avis, dans une carrière artistique, la notoriété, c'est juste un accident. C'est-à-dire que si on recherche la notoriété et qu'on n'obtient pas ça, on est super malheureux. Donc je pense que vraiment la notoriété, ça arrive, c'est bien, ça n'arrive pas, c'est bien. Rapide correction, allons-y, une bonne correction. Alors 7, attention, ce n'est pas le chiffre, S-E-T-E, c'est pas. C'est un démonstratif. C'est des démonstratifs pour démontrer les monstres actifs. Oui. On dit cet androïde, ce monstre, cette horreur, cette dégoûtation, cette saleté, saloperie. Quand il s'adressait à Mémé, il disait « Ah, ma biche, ma colombe, oh, ma coucounette, ma galinette, ma pipistrelle. » Ça, c'est beau, hein, Pépé, quand tu parles comme ça. On dirait un véritable poète. Il me disait « C'est pas ça, imbécile, c'est que je me rappelle plus comment elle s'appelle. » Vous moquez pas, ça nous le fera tous un jour ou l'autre. Hein. Et je terminerai par la dernière blague de mon grand-père, qui est devenue une blague de famille. Avec tout l'alcool qui coulait dans les tranchées, le soldat inconnu était sans doute un alcoolique anonyme. Pour trouver du toshi, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu. Moi je préfère le Lexomil et ma vie devient plus tranquille. Une bonne dose avec mon Porto et le monde est plus rigolo. Mais on est en dessous la bus. Parce qu'il y a un gros problème avec sa voiture, il s'est fait tirer les sièges de sa bagnole. Il tire les sièges des voitures, mais où va la jeunesse? Plus de sièges. Le gars il est rentré à l'intérieur, mais il dit ça fait grand sans les sièges. Plus de sièges, il roulait comme ça, il était comme ça. Il était assis sur le châssis, il avait froid cucu, 200 bornes comme ça. Il venait de Châteauroux. Il voulait aller à Châteauroux la nuit. Il n'a pas vu, c'était éteint. Moi je l'ai vu de jour Châteauroux. Hein. Ils ont bien fait d'éteindre. Dans le temps, on a connu les émissions de Guy Lux, Fabrice et tout ça, et qui prenaient beaucoup, qui s'inspiraient beaucoup du cabaret, et qui prenaient beaucoup dans le cabaret, d'artistes du cabaret. C'est grâce à ça que certains sont sortis, de très grands artistes aujourd'hui qu'on voit dans des grandes salles, sortent du cabaret. Ils ont eu la chance de trouver, la chance c'est la niaque, hein, bien sûr, hein, on n'arrive pas comme ça, de trouver une équipe, un producteur qui les a sortis un peu de l'ombre. On arrivait à faire parfois 4 cabarets par soir, hein, c'était ça, hein, en gros. Mais c'est ce que je dis, je suis très heureux de l'avoir fait parce que j'ai appris mon métier. J'ai appris mon métier. Après, j'ai travaillé avec Jacques Martin, qui était... qui vénérait les chansonniers. Lui, d'ailleurs, il disait, pour en venir aux chansonniers, on chansonne sur l'actualité, il nous disait ça. On se faufilait entre les cuisines, les odeurs, les gens. Mais que de souvenirs hallucinants. C'était hallucinant. Et c'était des torrents de rire. Voilà, les gens, ils se marraient à fond. Vraiment, ils se forçaient pas. Des torrents de rire. Moi, c'est le souvenir que j'en ai du cabaret. J'ai jamais autant fait rire les gens qu'au cabaret, quoi. Et puis quand j'ai monté ces marches, j'ai pensé à tous ces immenses artistes qui ont débuté ou qui sont passés au Donka. J'ai pensé à Léo Ferré, j'ai pensé à Reggiani, j'ai pensé à Jacques Martin,
Massia, Sardou qui a débuté là, tu vois. Et je me disais, comme le décor n'a pas changé, je pense qu'il ne changera jamais. Je montais ces marches en me disant, ils sont tous passés par là, quoi. Oh, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et alors, il y a un rapport salle-scène qui est unique, quoi. On est sur le public. Ah non, j'ai passé des bons moments, vraiment des bons moments. Il donne au candidat le nom d'un écrivain, faire trouver le prénom, 30 000 € à gagner. Le plein d'essence dans 6 mois. L'écrivain, c'était Zola, il avait le choix entre Émile ou Gorgon. Il a perdu les 30 000 €. Jésus, t'étais invité. À un moment donné, il dit, il n'y a plus de... Il n'y a plus de pub. Il dit, non, il n'y en a plus. Maintenant, on va boire de l'eau. Et il y a un gars qui dit, non, hors de question que l'on boive de l'eau. Je l'ai vu, l'autre, cet après-midi, il a marché dessus. Bien emmerdé qu'il était de Jésus. Il a été obligé de transformer l'eau en pinard. Voilà, et tout a commencé là. Tout a commencé, la grande industrie. Tout. Tout a commencé là. In vino veritas, piccoli piccolas, beau joli, beau jolage, t'as bonjour de du bœuf. Ces Andouilles-là m'avaient pris rendez-vous pour faire une audition au Jockey Club. Alors le Jockey Club, c'était un cabaret très connu du boulevard Montparnasse, avec des entraîneuses qui étaient habillées en jockey. Et donc, pour arriver à en placer une là-dedans, c'était un peu difficile parce que les clients étaient plus intéressés par les hôtesses que par ce que je pouvais raconter. Donc ça a été un fiasco terrible. Et 3 semaines plus tard, ils m'ont fait auditionner à l'échelle de Jacob, chez la célèbre Suzy Lebrun. J'ai passé une audition et 8 jours plus tard, elle m'a engagé. J'y suis resté 1 an et puis après, j'ai fait le théâtre de 10 heures, le caveau de la République. J'avais pas de voiture, je faisais le caveau de la Bolée à Saint-Michel et la main au panier bout du boulevard Saint-Germain à pied en courant tous les soirs. J'arrivais au moment où il me présentait et c'est là où j'ai rencontré celui qui deviendra ensuite mon pianiste, Julien Bourrel, qui m'accompagne encore aujourd'hui sur scène. Et j'ai vraiment appris mon métier à la main au panier parce que c'était vraiment tous les soirs, ça tournait tous les soirs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que François Hollande est président de la République, tous les jours il pleut. Ça a commencé dès le premier jour, hein. Vous vous souvenez de cette première journée? C'était complètement dément. Hein, toute la matinée, il faisait un temps super magnifique. Il rentre à l'Élysée avec le nain. L'autre, il lui donne les codes nucléaires. Alors, il savait pas quoi en faire. Il les a donnés à Valoche. Valoche est parti avec depuis. Sarkozy sort avec son mannequin, parce que maintenant, les présidents de la République ont des mannequins, mesdames, messieurs. Il sort comme ça. Et alors là, Hollande arrive sur le perron de l'Élysée, tout content, tout fier de lui. Et bim, ça commence, c'est le déluge. On a le privilège d'avoir des hommes politiques vraiment de haut niveau, de haute capacité. Regardez au niveau de la présidence de la République, on n'a que des pointures, quoi. Le dernier qu'on a touché, là, le François Hollande, qu'est-ce qu'il est bien. J'aime bien, alors, il est bien, hein, il est d'un calme, vous vous rappelez, l'autre avant, il était survolté, celui-là, il doit même pas être branché, vous voyez. Ah là, il est bien. Ah, il est bien, celui-là. Les gens qui ont fait de la télé dans les années 80, justement avec Bouvard, avec La Classe, quand ces émissions-là sont arrêtées, eh bien, ils ont fait un retour au cabaret. Ils ont redécouvert le cabaret. Ça leur a donné un deuxième élan. Et là, à la fin des années Bouvard, j'ai vu arriver des gens comme Mathieu, Méry, Serge Liado, Martini, tous ces gens-là qui faisaient partie de l'équipe de Bouvard. Après, il y a ceux qui ont fait aussi La Classe, comme Tex, comme Gérard Delalot, comme Olivier Lejeune. Il y en a eu des quantités comme ça. Ils avaient débuté là, ils sont revenus au cabaret. J'ai commencé le cabaret quand le théâtre de Bouvard, on était sur la 5. La 5 s'est arrêtée, le théâtre de Bouvard conséquemment aussi. Et je me suis retrouvé, on peut dire, sans travail. Et puis j'avais pris goût, entre-temps, puisque c'était pas un souhait, j'avais pris goût à jouer la comédie. Donc mon père étant dans le cabaret, je lui ai demandé s'il pouvait me présenter quelques patrons de cabaret, etc. pour pouvoir faire les débuts sur les planches. J'ai commencé là-dedans, ça s'est révélé plutôt un métier et un milieu que j'ai beaucoup aimé, et dans lequel je suis d'ailleurs toujours très heureux. Quand Patrick Sébastien appelle son émission le plus grand cabaret du monde, on retrouve cet esprit du cabaret musical, qui en effet était une des composantes du cabaret tel qu'on l'a connu à nos débuts. C'est-à-dire que si je suis par exemple une semaine ou deux sans jouer, ça c'est rare, mais je suis pas bien, quoi. J'ai besoin de ça.
J'aime tout dans ce métier. J'aime la scène, je me fais rire, j'aime écrire et j'aime me balader aussi. Ouais, on a un métier de clown, on est censé faire rire les gens, donc ouais, on fait le clown. C'est ma vie, c'est Paris, hein. C'est un choix qu'on a fait, de vivre comme ça, de faire mes cabarets. Quoi, je deviens propriétaire des trucs maintenant. Non, j'aime ça. Le cabaret est un peu désuet, le mot cabaret, hein, mais les artistes sont extraordinaires. Enfin, pour moi, ce sont des vrais, ce sont des purs. Mes frères! Y a quelqu'un? Mes amis! Et mes enfants! Allez, décollez. Il est dedans, yes. Bienvenue. Bonsoir, c'est votre ami Isabelle Mergo. Cette fois, nous ne recevrons pas non plus Dieudonné, Jean Roucas, Alain Delon ni Jean-Marie Le Pen, et ce pour une raison que vous aurez bien évidemment comprise. Je ne sais pas les imiter. Du cirque dès qu'ils s'amènent, les voisins savent aussitôt que la dame du 4e va à l'instant même grimper au rideau. Et les ardeurs élyséennes durent moins longtemps que les impôts. Et hop, ils passent à la prochaine. Pourquoi sont-elles à la chaîne larguées par leur Mexito? Mexito. Mais l'avantage de l'alcool sur le pétrole, c'est que les gisements sont inépuisables. Donc, on picole durable. Et comme en général, une tournée, on appelle une autre, on picole renouvelable. Et comme qu'on est bien élevé, chacun remet la sienne. On picole équitable. Ma femme, que j'ai fait empailler, maintenant elle ne crie plus. Avec ma femme, on fait du naturisme. C'est très bon, naturisme. Le soleil sur les poils, comme ça. Oh. Ça sèche les croûtes. Moi, je fais beaucoup de naturisme. Avec ma femme, on a fait tous les pays d'Europe dans les camps naturistes. On en a vu des bites, on a vu des trucs, mon vieux. Insensé. Ben, il y a 2 ans, on était en Norvège, camp naturiste. Ouh. C'est joli, mais ça caille du fjord un peu. Eh ben, il y a des idées reçues. On dit toujours, c'est en Afrique que les sexes sont les plus longs. C'est pas vrai. Tu vas en Norvège, ils se vendent pas les gras. Des trucs, des sexes longs, mais très fins, par contre, très fins comme ça. Ils font toujours ça, ils font, oh, il fait pas chaud ici, il fait pas chaud que ça. Anaïs, qu'est-ce que tu retiens de tes passages en cabaret? Déjà, les rencontres avec les autres artistes, qui avaient la plupart beaucoup plus d'expérience, donc c'était intéressant. Il y a eu Marc-Antoine Lebray, avec qui on a commencé d'ailleurs tous les deux à la main au panier, et on s'est rencontrés, on a fait 2 ans sur Europe 1 tous les deux, dont 1 an en quotidienne. Et voilà, c'était super. En plus, avec Marc-Antoine, c'est vrai qu'on s'amusait beaucoup, qu'on s'entendait très bien. Donc c'était génial quoi, de faire ça tous les matins et puis que ça se passe aussi bien. Quoi. Et ce qui est fabuleux, c'est les copains de cabaret, les collègues. On se fâche jamais. Je connais la comédie, je connais le théâtre où il y a toujours des prises de bec parce qu'il y en a un qui a bouffé la réplique de l'autre ou qui a été plus drôle que l'autre. Tandis qu'en cabaret, on se croise. Ça va, ils sont bons ce soir? Ah, ils sont à chier. Bon, voilà, d'accord. Ça va, à bientôt, ouais. Donc on n'a pas le temps de se fâcher, quoi. C'est dingue.
Puis Laurent, il restait, Laurent Gérard, il restait quand je faisais mon tour, et moi je restais pour voir son tour. Avec Lolo, on regardait nos tours respectifs. Voilà. Et puis l'ambiance du dîner-spectacle et du cabaret qui est une ambiance très particulière, même entre les artistes, qu'on ne retrouve d'ailleurs jamais, ni dans le cinéma, ni dans la télévision. On ne retrouve jamais ce milieu d'artistes et l'amitié qui est entre les artistes dans le cabaret, dans un autre milieu artistique. Il n'y a pas, a priori, la détestation, les chapelles qu'on peut voir dans ce qu'on appelle le show business. Cela dit, dans le show business, tout le monde ne se déteste pas. Hein. Il y a des clans, il y a des rencontres, il y a souvent des moments de partage. Et parfois même, il y a des artistes qu'on n'a pas connus en cabaret, mais quand on les rencontre devenus des célébrités et qu'on dit qu'on a fait soi-même du cabaret, tout d'un coup il y a une sorte de fraternité. Je veux dire, on a la carte. Une crise dans le rire, on continue. On fait de la crise une crise de rire parce qu'elle est gérée bizarre, elle est organisée bizarre, elle est arrivée bizarre, et puis on s'adapte parce que je pense que c'est peut-être un petit peu plus qu'une crise. Alors on passe à un moment, peut-être même un nouveau monde dans lequel on est heureux comme on était dans l'ancien. Une question d'adaptation. Il y a eu déjà plein de changements depuis que le monde est monde. Alors peut-être un de plus, peut-être que c'est plus qu'une crise, un passage amusant peut-être. Bonjour Gérald. Eh ben bonjour Gérard. Dis-moi, alors toi tu traverses la crise avec 2 casquettes. Oui, c'est ça. Et à pied évidemment, mais avec 2 casquettes, celle d'artiste et celle de programmateur et directeur de salle. Voilà, donc oui, c'est... Heureusement, je donne des cours de théâtre, mais le théâtre étant fermé, on les donne en visio. Heureusement, comme j'écris mes textes, eh bien, j'ai trouvé une petite place dans un journal sur Charente Libre où j'écris une chronique hebdo qui s'appelle les fake news de Gérald Dahan, voilà, dans ma région où je suis parti vivre à nouveau. Je me suis ressourcé sur mes terres à Cognac. Ce qui me manque quand même, c'est de voir du monde et la scène et les copains, etc. Et notre vie de nomade quand même qui me plaît bien. Ça c'est gênant, ça c'est le côté pas bien. Le côté bien, c'est que on a du temps pour écrire et pour faire des choses. Sans être obligé de tester, c'est autre chose, parce que ce qu'on écrit, on ne va pas le tester, et puis non sur scène. Donc peut-être qu'on travaille un peu plus en profondeur et un peu plus long, parce qu'on n'a pas de voyage, on n'a pas de scène, on n'a rien, donc il y a un côté pas mal. Si tu veux, c'est vrai que ça me manque, et quand je suis... quand on me propose pour des spectacles qui de toute façon vont être annulés quelques semaines plus tard, je me dis, je suis angoissé, parce que je me dis, il va falloir réviser, et puis l'actualité a évolué. J'ai des chansons plus ou moins d'actualité qui peuvent servir le jour où, dans 5 ans, 10 ans, on rouvrira les salles de spectacle. Voilà, mais cela dit, c'est pas tellement pour moi que je me fais du souci, puisque mes camarades et moi, nos camarades de cabaret, on a quand même bien fait notre pelote, on est arrivé à des âges respectables, mais c'est vraiment pour toute une génération qui, à mon avis, risque d'être sacrifiée. Il y aura aussi beaucoup de mauvais d'éliminés, mais hélas, énormément de bons aussi, et ça, c'est vraiment regrettable.